Bonjour à vous, dans cette vidéo je vais partager avec vous toutes les leçons que j'ai apprises au cours des 15 dernières années à apprendre l'anglais d'abord et ensuite à l'enseigner. Toutes les leçons, toutes les choses que j'aurais voulu qu'on me dise au moment où je commençais à apprendre l'anglais et aussi toutes les leçons que j'aurais voulu qu'on me partage au moment où je suis arrivée au niveau B1, un petit peu plafonné, où j'étais au niveau de ce plateau comme on dit en anglais aussi, où je savais pas forcément j'arrivais pas à m'exprimer en anglais malgré les bonnes notes que j'avais eues à l'école et le niveau que je pensais être bon en anglais. J'étais bloquée à l'oral et j'arrivais pas à passer un cap. On va commencer par tout ce que je voudrais vous apprendre par rapport au vocabulaire. Pour moi, il faut vraiment faire la distinction entre le vocabulaire basique et le vocabulaire de base. Le vocabulaire basique, ça va être les couleurs, les animaux, les numéros, les mois de l'année, les vêtements, les meubles, toutes des choses qui sont ultra basiques, mais attention pour moi qui ne sont pas de base. Pour moi, ce qui est de base, c'est tout le vocabulaire qui va vous servir rapidement, directement, pour communiquer. Vous doutez bien que le mot tortue, jaune, vert, bleu, table, chaise, c'est pas les mots qui vont vous être les plus utiles au début lorsque vous allez pouvoir pratiquer, même après, hein, vous voyez dans votre langue maternelle combien de fois vous utilisez le mot tortue et girafe, c'est pas si souvent que ça. Donc faites bien la distinction entre le basique, donc les couleurs, etc. et la base, ce qui fout les fondations de la langue, ce qui va vraiment vous servir tout le temps. Les verbes les plus courants, les noms les plus courants, les phrasal verbs, des phrases de base comme parler de son opinion, parler de ses goûts, dire pardon je n'ai pas compris, pourriez-vous répéter, comment se présenter, tout ça c'est de base, c'est pas du basique, c'est de base, c'est les fondations. C'est ce qui va vous permettre de partir sur des bonnes bases en anglais et de pouvoir construire to build up ensuite. Donc attention au vocabulaire que vous apprenez, ça marche quand on est débutant, pour pas se décourager à apprendre les couleurs d'un côté, les mois de l'année de l'autre, les temps ensuite, et puis pas savoir quoi faire avec tout ça. Mais ça marche aussi au niveau B1, n'apprenez pas à des choses trop complexes, trop éloignées de votre objectif, n'apprenez pas à comment écrire un mail en anglais si vous ne vous en servez pas. Essayez de faire avec la logique et essayez de faire aussi en fonction de votre langue maternelle. Qu'est-ce que vous utilisez au quotidien? Est-ce que vraiment ce mot, cette expression vaut le coup d'être retenu? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que l'équivalent français, vous vous en servez dans votre langue maternelle? Si c'est pas le cas, laissez de côté. Essayez d'apprendre vraiment le vocabulaire qui est pertinent pour vous à l'instant T par rapport à votre niveau et vos objectifs. Élément très important par rapport au vocabulaire, c'est que avoir une liste de vocabulaire ne suffit pas. La façon dont vous apprenez les choses compte autant que ce que vous apprenez. Donc attention, faites bien le tri, utilisez la loi du 20-80, pensez à apprendre d'abord les 20% de la langue, les 20% des mots, des expressions qui vont vous servir 80% du temps. Donc tout ce qui est utile à l'oral, répéter, faire répéter quelqu'un, demander de parler plus lentement, toutes ces petites choses voilà, de base. Mais une fois que vous avez identifié ces mots, quels mots il vous faut, c'est très important aussi qu'est-ce que vous en faites. Si vous avez juste une liste brute, vous ne savez pas comment la prendre, c'est pareil, vous ne serez pas beaucoup plus avancé. Utilisez bien les techniques de mémorisation comme le SRS, système de répétition espacée, les flashcards avec d'un côté en français, de l'autre côté en anglais. Je vous en parle plus dans cette vidéo que je vous conseille de regarder ensuite. La façon dont vous apprenez compte tout autant que ce que vous apprenez. Si je donne à une personne du vocabulaire sous forme de flashcards, à une autre une liste toute simple et à la dernière personne peut-être un audio avec des flashcards ou quelque chose comme ça, les trois personnes ne vont pas avoir les mêmes résultats. Donc attention à comment vous apprenez les choses. Quelque chose que j'aimerais aimer savoir, c'est qu'il faut pratiquer from day one, depuis le premier jour si possible. À partir du moment où vous pouvez aligner 3 mots et faire une phrase où vous pouvez déjà parler anglais. Il ne faut pas attendre d'avoir un niveau B1 ou plus pour oser vous exprimer. Vous ne serez pas plus à l'aise si vous apprenez 300, 400, 500 mots de vocabulaire et que vous avez un niveau B1 que si vous êtes vraiment débutant. C'est pas parce que vous êtes débutant que vous ne pouvez pas pratiquer, vous exprimer à l'oral. Pourvu que vous puissiez agencer quelques idées, quelques mots entre eux et faire des phrases, je vous conseille de déjà pratiquer. Parlez le plus tôt possible, même si vous êtes débutant, lancez-vous, ce sera pas plus intimidant, moins intimidant en tout cas quand vous aurez atteint le niveau intermédiaire et au-delà. Donc pratiquer, ça vous permet de 1. Mémoriser ce que vous apprenez, ça vous rapproche de votre objectif, ça vous permet de mettre en pratique toutes les règles de grammaire et tout ce que vous apprenez. Si vous ne pratiquez pas, que vous n'utilisez pas le vocabulaire que vous apprenez, vous allez l'oublier et ça va être beaucoup plus long. Le fait de pratiquer vous aide aussi à combler les trous. Si par exemple vous avez une session Skype avec un prof ou un partenaire linguistique et que vous êtes là
il me manque, comme on dit, ce mot-là, je sais pas dire, par exemple, je sais pas moi, ça a beaucoup de valeur, it's valuable. Ça va vous permettre ensuite de chercher ce mot-là et d'augmenter votre vocabulaire. Le vocabulaire que vous allez apprendre grâce à la pratique orale ou à la pratique écrite, c'est du vocabulaire extrêmement utile. Vous pouvez apprendre des listes de vocabulaire, vous pouvez apprendre du vocabulaire tiré de séries, de films, de livres, tout ça c'est pas mal, pourquoi pas. Mais le vocabulaire qui vous a manqué à un moment donné quand vous vouliez parler, ce mot-là, vous pouvez être sûr que 1, vous allez le retenir, et 2, qu'il est extrêmement utile parce qu'il vous a manqué, vous l'avez utilisé une fois, et vous allez être potentiellement à même à le réutiliser ensuite. Donc le fait de pratiquer c'est bénéfique à tous les points de vue, donc lancez-vous le plus tôt possible. Point numéro 3, la grammaire. Pour moi, apprendre la grammaire, comme je dis souvent de façon bécherelle, quand on est débutant, pour moi c'est pas possible, ça vous amènera pas du tout à un niveau intermédiaire et au-delà. Pour moi, la grammaire, vous pouvez commencer à la comprendre si vous avez été assez exposé à la langue. Je m'explique. Si vous n'avez jamais fait d'anglais de votre vie ou jamais fait d'espagnol et qu'on commence à vous expliquer des règles de grammaire avec la théorie en vous donnant 3-4 exemples, vous n'avez pas été exposé, entendu, lu suffisamment d'espagnol ou d'anglais pour comprendre cette règle théorique. Pour moi, on apprend dans le mauvais sens, je pense pas qu'il faille se concentrer sur la grammaire à la base et ensuite apprendre des mots et ensuite avec les deux faire une combinaison et créer vos phrases. Pour moi, il faut aller dans la logique inverse. Il faut vous exposer au plus de langues possible, à des phrases, à lire des petites histoires, des news sur une application, à écouter des podcasts si vous pouvez. Exposez-vous à de l'anglais, même si c'est de l'anglais simple. Et ensuite seulement regardez la grammaire et la théorie si vous le souhaitez. Ne commencez surtout pas par la grammaire, sans quoi vous allez jamais réussir à construire vos phrases, parce que si on vous donne l'explication théorique, les mots et débrouillez-vous pour faire vos phrases, c'est extrêmement compliqué. A l'inverse, si vous apprenez des structures de phrases, des phrases figées, des phrases toutes faites, là oui, vous allez pouvoir petit à petit commencer à intérioriser la grammaire de façon naturelle, et quand vous serez plutôt B1 et que par là, intermédiaire, vous pourrez commencer à regarder les explications théoriques si vous le souhaitez. Si vous ne savez pas quel niveau vous avez à l'heure actuelle, je vous conseille de regarder cette vidéo, ça vous aidera certainement. Si vous ne savez pas quelles ressources utiliser lorsque vous êtes débutant pour vous exposer au plus d'anglais possible, je vous conseille de regarder cette vidéo où je vous parle d'applications comme Mosalingua, vous avez également Babel, vous avez aussi LingQ, L-I-N-G avec un Q derrière. C'est des applications qui sont à votre portée si vous êtes débutant. Vous pourrez vous exposer à la langue, à des phrases toutes faites, etc. Et ensuite seulement penchez-vous sur la grammaire. Pour moi, le 20-80, la loi de Pareto, elle s'applique vraiment à tous les domaines de la langue. Donc pour la grammaire, concentrez-vous aussi sur les 20% de la grammaire qui est utilisée 80% du temps. Et si on parle de grammaire et de vocabulaire en parallèle, j'ai entendu un jour un polyglotte dire que pour lui, il faudrait se concentrer 80% du temps sur l'apprentissage du vocabulaire et 20% sur de la grammaire. Et je trouve ça très juste. Dans tous les cas, ne faites pas le focus d'abord sur la grammaire parce que pour moi, vous allez rapidement vous confronter à un mur. La grammaire ne vous aidera pas à parler si vous n'apprenez que ça et que vous ne pratiquez pas et que vous n'écoutez pas la langue ou l'anglais, ce que vous apprenez. La grammaire devrait venir dans un second temps. J'ai fait une interview de podcast avec Lucas, le cofondateur de Mosalingua récemment. Et pour lui, il faut d'abord construire les fondations, les bases de votre niveau futur, de votre maison. Et pour ça, il faut apprendre des phrases toutes faites, du vocabulaire de base. Et seulement après 3-4 mois, avoir débuté votre apprentissage, vous pouvez vous intéresser, pourquoi pas, à la grammaire. Et je suis complètement d'accord. Donc retenez, pour moi, il faut privilégier le vocabulaire à la grammaire. Et j'irai plus loin lorsque vous êtes débutant. Faites attention à ne pas apprendre des mots isolés, des mots seuls. Apprenez toujours dans les phrases d'exemple parce que ce sera beaucoup plus facile pour réutiliser tout ce que vous apprenez derrière. Si la grammaire vous semble compliquée, c'est normal parce qu'on nous l'explique de façon très cloisonnée, avec des chapitres, avec beaucoup d'exceptions. On veut tout vous expliquer, tout le concept de grammaire, on veut vous expliquer tous les modaux, chaque utilisation de chaque modal. On veut vous expliquer les exceptions et toutes ces règles de grammaire, vous ne pouvez pas toutes les gérer en une fois. Donc faites attention lorsque vous apprenez de la grammaire à y aller peu. Par petites touches, à vraiment ne comprendre qu'un seul concept de grammaire à la fois, avec beaucoup de phrases d'exemple, plutôt que de réviser tous les modaux. Concentrez-vous sur par exemple la différence entre can et could lorsqu'on pose une question, et demandez-vous toujours comment
cette grammaire va me servir, à quoi ça va me servir quand je vais parler. Can, could, par exemple, quand vous posez une question, si vous dites can you help me, est-ce que tu peux m'aider, ce sera un tout petit peu moins poli que could you help me, qui est pourriez-vous, pourrais-tu m'aider. Ne voyez pas la grammaire comme un truc complètement abstrait, avec des règles et des trucs, faut pas faire des fautes sinon vous vous faites pas comprendre. La grammaire c'est un outil pour communiquer. À quoi va me servir cette règle de grammaire? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire et véhiculer avec ce concept? Avec have to, je vais pouvoir dire il faut que, je vais pouvoir dire tout ce que je suis obligée de faire, tout ce que je suis dans l'obligation de faire par exemple. Donc simplifiez-vous la vie par rapport à la grammaire, n'apprenez la grammaire que lorsque vous avez un petit bagage de vocabulaire, que vous pouvez rattacher cette grammaire théorique à la réalité concrète. Faites bien le 20-80, 20% de la grammaire est utilisée 80% du temps. Par exemple, 20% des temps en anglais vous servira 80% des temps, pas besoin de tout réviser, tout apprendre d'un coup. Je vous conseille d'ailleurs de regarder cette vidéo sur les temps en anglais qu'il vous faut vraiment, elle vous aidera certainement. La grammaire peut être apprise de façon plus simple qu'on nous la présente dans des livres de grammaire ou parfois à l'école. Je vous conseille d'utiliser également le système de flashcards pour apprendre la grammaire. Pour apprendre par exemple les prépositions, n'apprenez pas in égale pays, région, je ne sais quoi, zone géographique lorsqu'on ne bouge pas je ne sais quoi. Apprenez une phrase complète, une petite phrase avec votre point de grammaire et de l'autre côté vous mettez la traduction. Par exemple, je suis chez moi, comment on dit ça? Vous retournez votre carte, I am at home. Comment on va dire je vis en France? De l'autre côté, on retourne la carte, I live in France. Voilà, cette façon d'apprendre la grammaire avec des flashcards et un petit point de grammaire tout petit, plutôt que de réviser toutes les prépositions et après de faire des exercices à trop, me semble bien plus concluante. Pour retenir le vocabulaire et la grammaire, rien de tel que de pratiquer à haute voix. Donc ça peut être en parlant à quelqu'un, mais ça peut être simplement en relisant vos notes. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, on veut apprendre du vocabulaire. Et je vois énormément d'élèves qui se retrouvent avec 50 cahiers d'apprentissage avec plein de mots de partout, mais ils oublient de réviser. Pour moi, c'est fondamental de revenir en arrière sur ce que vous venez d'apprendre, que ce soit grammaire ou vocabulaire. Et une technique toute simple, ça peut être de lire à haute voix. On sous-estime beaucoup la puissance d'activer vos muscles, de parler, d'utiliser vos muscles de votre visage pour retenir les informations. Lorsque vous écrivez des choses, du vocabulaire par exemple, je vous conseille au minimum à la fin de la semaine de relire tout ce que vous avez noté ou chaque jour de relire la journée de la veille. Lisez à haute voix va vous permettre de travailler votre prononciation, de travailler votre mémorisation, donc vous aider à mémoriser et ça vous permet de prendre confiance en vous parce que lorsque vous allez parler à un passant dans la rue qui est anglais ou je ne sais où, ce ne sera pas la première fois que vous allez ouvrir la bouche et parler en anglais, vous l'aurez déjà fait en amont. Donc ne sous-estimez pas la puissance de réviser ce que vous apprenez et de parler à haute voix. Ça nous amène au point suivant, la prononciation. La prononciation est un point extrêmement important dont on parle peu dans nos études quand on apprend l'anglais. La prononciation anglaise est extrêmement importante et pour moi plus importante que la grammaire parce que si vous faites une faute de grammaire, que vous dites par exemple I am in home ou quelque chose comme ça ou I'm going in Paris, on vous comprendra quand même. Vos fautes de grammaire ne vous empêcheront pas d'être compris, par contre un problème de prononciation vous empêchera d'être compris. Si vous dites I am French, vous dites je jambon français. Vous voyez que là, un problème de prononciation peut faire des gros quiproquos et on peut ne pas vous comprendre. Donc soignez votre prononciation, essayez de, chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, de bien apprendre la prononciation du mot avec. Pratiquez vraiment la prononciation, lisez à haute voix. Vous pouvez utiliser par exemple Google Transcription, c'est une application de reconnaissance vocale. Vous pouvez relire vos notes en utilisant Google Transcription, comme ça vous force à les relire, c'est concret, vous voyez apparaître les mots. Et ça vous permet de vous forcer à bien articuler, à bien prononcer distinctement. Et ça vous force à parler à haute voix. La prononciation est extrêmement importante donc en anglais. C'est vraiment un point qu'on travaille peu et on ne soupçonne pas l'importance de ce que ça a pour être bien compris lorsqu'on communique.
Par rapport à la prononciation, un point qui fait souvent débat, c'est la différence pour moi entre l'accent et la prononciation. La prononciation vous empêchera d'être compris si vous avez une mauvaise prononciation. Votre accent, donc le fait qu'on entend que vous êtes français ou on entend que vous êtes belge ou canadien ou suisse lorsque vous parlez anglais, ça c'est pas un problème, ça ne vous empêchera pas d'être compris. Pour moi, travailler la prononciation c'est essentiel. Par contre, éliminer complètement votre accent français, pour moi c'est pas la priorité. Sachez que certaines personnes ont une oreille très musicale et qui vont avoir facilement, ou en tout cas avec plus de facilité, un bon accent, un accent, on va dire, proche d'un natif, d'un anglophone, mais c'est pas le cas de tout le monde. Pour la plupart d'entre vous, et même moi, d'entre nous, avoir un accent native-like comme un natif, ça demande énormément de travail. Donc si vous voulez avoir une prononciation comme un British, comme un américain, pourquoi pas, go for it, allez-y, faites-le. Mais sachez que ça demande énormément de travail. Les gens qui ont une très bonne prononciation, il y a pour moi deux cas de figure. Soit ils ont une oreille très musicale, en écoutant simplement beaucoup d'audio, etc. en anglais, vont facilement pouvoir copier la même intonation si c'est quelque chose dont ils ont entendu beaucoup d'anglais très jeunes, regardez peut-être des dessins animés en anglais, des choses comme ça, ils vont plus facilement avoir un bon accent. Mais il y a aussi une catégorie de personnes qui ont un très bon accent et pour qui ça a été énormément de travail. Donc si c'est votre souhait de passer pour un natif, pourquoi pas, allez-y, faites-le. Mais pour moi, ça doit pas être une source de stress qu'on entende que vous soyez français, pourvu que vous puissiez communiquer et que votre prononciation soit bonne. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Donc faites bien la différence entre prononciation. Si vous prononcez le mot par exemple power comme un bon français, power en prononçant le O comme un O, on ne vous comprend pas, là c'est un problème de prononciation. Si vous dites power, là on vous comprend, vous avez une bonne prononciation. Ça n'a rien à voir avec votre accent français. Si on entend que vous êtes français, pour moi il n'y a pas de problème et ça ne devrait pas être un souci, en tout cas pour vous ça ne doit pas vous empêcher de pratiquer à l'oral. Souvenez-vous que 80% de la communication en anglais dans le monde se fait entre deux non natifs, entre deux personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Donc l'anglais vous appartient tout autant qu'à un anglophone. C'est pas parce que vous n'êtes pas natif, que vous n'êtes pas anglais, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'anglais et que vous n'avez pas le droit de faire de fautes. Faire des fautes fait partie du processus. Si vous ne parlez pas, vous ne ferez pas de fautes, ça c'est sûr. Par contre, si vous n'osez pas parler et que vous attendez d'être parfait, ça va prendre bien plus de temps. Je vous rappelle que pratiquer vous aide à progresser et vous aide à vous améliorer, à retenir votre vocabulaire, etc. Donc n'attendez pas d'être parfait, de plus faire de fautes pour pratiquer parce qu'au final, c'est le fait de pratiquer qui vous aide à en faire moins. Donc osez pratiquer, parler. L'anglais est un outil de communication qui permet à deux personnes de langues maternelles différentes de pouvoir s'exprimer entre elles. Ça ne doit pas être source de stress et vous faire peur de faire des fautes et de ne pas avoir une prononciation correcte, un accent parfait en anglais. Il faut vraiment que vous osiez au niveau où vous avez vous exprimer parce que c'est primordial. Passons maintenant au listening, à la partie compréhension orale. Pour moi, c'est indispensable d'utiliser les ressources audio ou vidéo pour vous immerger dans l'anglais. Le fait de trouver une ressource qui vous plaît, qui est à votre niveau, faites pas du trop dur. Je dis souvent, prenez une ressource N+1. Si vous êtes débutant, n'allez pas regarder une série, ça va être trop complexe pour vous et vous allez rapidement abandonner parce que c'est pas gratifiant, vous n'arrivez pas à progresser parce que c'est un cran trop dur pour vous, vous comprenez 10% de ce qui se passe, donc c'est vraiment pas agréable. Donc retrouvez une ressource si possible légèrement plus compliquée que votre niveau actuel. Je dis globalement 80%. Si vous comprenez 80%, c'est généralement une bonne ressource. Le fait d'écouter beaucoup d'anglais, de regarder des vidéos, va faire que vous êtes exposé à beaucoup d'anglais et ça vous permet de travailler la compréhension orale, de intégrer petit à petit la grammaire, d'apprendre du vocabulaire et c'est vraiment une excellente façon de vous exposer à beaucoup d'anglais parce qu'il faudra des heures et des heures d'écoute et de visionnage si vous voulez d'anglais pour arriver à un niveau conversational fluent. Essayez de reproduire ce que les enfants vivent lorsqu'ils apprennent leur langue maternelle, c'est-à-dire qu'ils sont exposés toute la journée à du français ou la langue qu'ils apprennent. Un enfant entend ses parents, la nounou, ses copains, frères et sœurs parler toute la journée, pendant 2 ans, 3 ans avant de s'exprimer. Il faut absolument qu'en tant qu'adulte, vous vous exposiez au plus d'anglais possible, que vous fassiez une mini-immersion pour vous aussi progresser beaucoup. Ne pensez pas que juste en apprenant du vocabulaire et en étudiant un petit peu de grammaire, vous allez faire de gros progrès. Pour moi, les progrès se feront en vous exposant à énormément d'anglais. Donc jouez vraiment sur les ressources audio, les podcasts,
les séries, les dessins animés, tout ce que vous pourrez trouver qui peut s'écouter ou se visionner avec l'audio pour faire de gros progrès. Quand j'avais un niveau à peu près B1 pré-intermédiaire, je me souviens avoir découvert la ressource, l'application TED, et ça a été une révolution. Je me suis mis à écouter des TED 2 ou 3 par jour, donc ça me faisait quasiment 1 heure d'écoute. Comme c'est une ressource qui me plaisait vraiment, j'apprenais une nouvelle compétence, quelque chose de nouveau grâce à l'anglais. Je pouvais en écouter 3 par jour je me retenais d'en faire pas plus au final. Ça m'a vraiment aidé à passer d'un niveau B1, pas trop confiance, à B2, je m'exprime avec confiance sur n'importe quel sujet. Et le fait de trouver cette ressource qui m'a plu, une ressource audio, je téléchargeais l'audio et je l'écoutais dans le train, ça m'a vraiment permis de booster mon niveau vraiment énormément parce que je me suis exposée à 1 heure d'anglais tous les jours pendant 3 mois et ça a fait une réelle différence. Passons maintenant à votre carburant, la chose qui est indispensable si vous voulez vraiment parler couramment anglais ou n'importe quelle autre langue, c'est votre motivation. Si vous n'êtes pas motivé, vous allez apprendre 2-3 semaines, vous allez arrêter, vous allez attendre 6 mois, recommencer. Je vois énormément de gens qui remettent l'anglais sur leur to-do list, leur liste des bonnes résolutions en janvier, qui tiennent 1 mois et qui arrêtent. Ces gens-là sont pas plus bêtes que vous et moi ou pas plus, ils ont pas plus de moins de talent ou quoi. C'est juste que leur objectif ou leur motivation première n'est pas assez forte pour leur permettre de tenir de façon consistante sur le long terme. Si vous n'êtes pas vraiment motivé, que vous voulez juste apprendre l'anglais parce que ça semble important pour le boulot, mais qu'en soi vous n'avez pas vraiment envie, vous allez forcément rapidement vous épuiser, vous essouffler et arrêter. Donc votre motivation, elle est extrêmement importante. Et pour moi, une motivation, ça peut être en lien avec un objectif. Si vous n'avez pas d'objectif précis, si vous ne savez pas vraiment pourquoi vous apprenez l'anglais, ça va pas vous aider en tout cas à rester motivé et à apprendre de façon consistante. Si vous savez que l'anglais va clairement vous aider à passer un cap dans votre carrière professionnelle, à vous expatrier à Dubaï, ça va vous permettre de voyager et de pouvoir vous exprimer avec un correspondant qui vient chez vous pour l'école de votre fils ou je ne sais quoi. Là vous avez un but précis, votre cerveau sait pourquoi vous apprenez et c'est là que vous allez pouvoir tenir sur la durée parce que oui, apprendre l'anglais ça ne s'arrête vraiment jamais et c'est quelque chose qui se met en place sur le long terme. Je vous ai fait une vidéo complète sur comment rester motivé quand on apprend l'anglais, je vous conseille de la regarder ensuite, elle est très intéressante et vous aurez plein de conseils sur comment garder la motivation, entretenir le feu et l'étincelle qui vous a motivé au début. Le fait d'être motivé, de rester motivé, vient aussi en lien avec la ressource que vous utilisez. Si vous utilisez seulement des livres de grammaire, des choses qui vous intéressent pas trop, vous regardez Peppa Pig quand vous êtes débutant parce qu'il n'y a rien d'autre de disponible, vous n'allez pas forcément tenir longtemps. Si la ressource que vous utilisez vous passionne, vous motive, vous allez avoir envie de revenir tout le temps et vous allez vouloir utiliser le plus possible cette ressource. Je me souviens avoir énormément progressé en espagnol lorsque j'ai trouvé une série qui s'appelle Aquí no Aquí en Viva, une série que j'adorais et j'en redemandais tous les jours. J'ai fini les 2 saisons en à peine quelques mois parce que ça me passionnait. Et si vous trouvez pas une ressource qui vous motive, qui vous dynamise, ça va être aussi beaucoup plus difficile de se motiver en tout cas sur le long terme. Passons maintenant au mindset, votre état d'esprit. Ça c'est quelque chose de primordial. Les 2 derniers points, motivation et mindset, pour moi c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui va réussir à atteindre son objectif et quelqu'un qui va échouer au bout d'un mois ou qui va s'y remettre pendant 3-4 jours et qui va arrêter. Votre motivation c'est essentiel, ça vient avant même quelles ressources vous utilisez, comment vous y prenez ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas la motivation, vous avez beau avoir tous les outils du monde, le meilleur prof du monde, vous n'allez pas tenir, donc vous n'allez pas progresser. Le mindset c'est aussi extrêmement important. La combinaison motivation-mindset pour moi c'est la base fondamentale de ce qui va vous emmener à votre objectif et qui va faire que vous allez réussir. Si vous n'avez pas ça, tout le reste ça sert pas bien à grand chose. Le mindset, l'état d'esprit pour moi c'est indispensable parce que si vous avez toutes les ressources qu'il vous faut, que vous êtes à fond, vous êtes motivé, mais qu'au fond de vous, vous dites ouais mais bon j'ai appris l'anglais pendant 10 ans à l'école mais je ne parle pas, enfin souvent j'entends cette phrase là, ou ouais mais j'ai peur de parler, ouais mais de toute façon mon accent est mauvais, les français on est nuls, que vous avez ce dialogue interne qui vous auto-sabote, auto-sabotage on dit en anglais, vous allez aussi rapidement arrêter. Si vous n'êtes pas convaincu que vous allez y arriver,
Parfois c'est difficile, hein, c'est normal d'avoir des doutes, mais si votre mindset n'est pas à fond, que votre état d'esprit n'est pas au top, vous allez toujours vous dire ah ouais non mais de toute façon je vais pas y arriver, j'ai déjà pas réussi à apprendre l'anglais, je vais pas réussir non plus avec l'espagnol. Si vous avez ce dialogue interne, tous les jours ça va être dur de vous motiver et puis il va falloir vous battre contre votre petit diable qui est là à droite et le petit diable qui est là à gauche, pardon, et l'ange à droite qui vous dit mais si c'est bien l'anglais, c'est super intéressant, mais vous allez avoir beaucoup de mal à vous lancer et à avancer. Donc attention aux croyances limitantes, je suis trop vieux, j'ai pas le temps, je suis pas organisée, les Français on est mauvais, j'ai un mauvais accent, je suis nulle en langue, je ne sais quoi. Tout ça, dès que vous vous surprenez à avoir une pensée négative, dites-vous que ça vous retient en arrière et que ça vous empêche de vous lancer pleinement dans votre apprentissage. Chaque fois que vous faites une session d'apprentissage ou que vous téléchargez une nouvelle appli, puis qu'au fond de vous êtes là, ouais mais de toute façon j'ai jamais le temps, enfin, ou comme d'hab, comme l'an dernier, je vais m'arrêter au bout de 2 semaines, enfin, puis de toute façon je suis nulle en anglais, de toute façon on va se moquer de moi, ou je vais faire des fautes, on va me juger. Chaque fois que vous dites ça, tous les efforts que vous faites sont pas mis à profit et vont pas vous amener dans la bonne direction. Chaque fois que vous dites ouais je suis nulle, tout ce que vous faites derrière ça a pas d'impact, ça a moins d'impact en tout cas que si vous êtes pleinement confiant que les autres l'ont fait, pourquoi pas moi. Une petite astuce que j'ai pour vous pour pallier la motivation, le manque de motivation et aussi votre état d'esprit, c'est d'établir des routines. Tout ce que vous allez faire et qui n'est pas automatisé, qui vous demande un effort, si par exemple vous avez le choix entre scroller sur Facebook ou Insta, peu importe, ouvrir Netflix et regarder une série tranquillou, ou utiliser une application et vraiment réviser vos notes et faire votre conversation en anglais comme prévu sur italki ou je ne sais quoi, votre cerveau va toujours choisir la facilité. Vous allez toujours avoir, si vous êtes fatigué après votre journée, toujours avoir plus envie de regarder Netflix en français que d'aller réviser votre vocabulaire de la veille. Donc tout ce qui n'est pas automatisé, qui n'est pas devenu une habitude et qui n'est pas ancré dans une routine, tous les jours, il va vous demander beaucoup de volonté, de willpower. Il va falloir vous remotiver à chaque fois à le faire. Si vous automatisez vos routines d'apprentissage, que tous les matins, vous ne posez pas de questions, vous êtes dans votre voiture, vous mettez votre podcast en route parce que vous avez tout téléchargé sur votre téléphone et vous conduisez en allant au travail, vous écoutez un podcast en anglais, c'est devenu une habitude, vous ne vous posez plus la question de le faire ou pas. Et ça devient beaucoup plus facile de le faire et de le mettre en place tous les jours. Créer une habitude, ça peut être par exemple aussi avoir un livre sur votre table de nuit. Tous les soirs, vous lisez une page en anglais. Faites une habitude courte, la plus courte possible au début pour la mettre bien en place. Et une fois que c'est bien ancré, que ça devient une routine, que vous le faites sans penser, c'est comme brosser vos dents. Vous mangez, vous allez brosser les dents, vous n'y pensez plus. Ça devient tellement routinier et habituel que vous n'avez pas à utiliser de la volonté tous les jours pour le faire. Il faut que votre routine d'apprentissage fasse la même chose. Il faut que ça fasse tellement partie de votre routine et de votre quotidien que tous les jours vous n'ayez pas à vous dire ah ouais il faut que je fasse mon anglais. C'est ça qui vous tue généralement, qui vous empêche d'aller jusqu'à vos objectifs, c'est que tous les jours vous vous dites ah ouais il faut que je fasse de l'anglais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, ça ou et vous arrivez le soir vous l'avez pas fait. Donc vraiment si vous pouvez automatiser le plus possible, créer une habitude, une routine ancrée sur le long terme où vous avez même pu vous poser la question si ça devient automatique, vous faites votre anglais le matin, vous écoutez votre podcast en faisant votre sport ou je ne sais quoi. Ça va vous aider à le faire tous les jours et parce qu'à chaque fois, vous n'allez pas avoir à monopoliser de la volonté. Tous les jours, vous demandez qu'est-ce que je vais faire, comment je le fais, oui, il faut que je révise et puis j'ai la flemme et je ne sais quoi. Simplifiez-vous la vie, utilisez les routines que vous avez déjà en place, comme par exemple vous brossez les dents, vous écoutez Mosalingua en kit main libre, j'ai des élèves qui font ça, donc petit clin d'œil à eux. Écoutez Mosalingua en kit main libre pendant que vous brossez les dents et vous vous maquillez le matin ou je ne sais quoi. Faites faites le habit stacking, attachez 2 routines ensemble, quelque chose qui est déjà ancré dans votre journée que vous faites sans réfléchir, allez courir, allez promener le chien. Ajoutez une routine à ce moment-là d'anglais ou juste après. Votre routine qui est ancrée, comme par exemple aller courir, va déclencher la deuxième routine qui est l'apprentissage de l'anglais. Ça peut être par exemple lorsque vous commencez votre journée de télétravail ou vous arrivez au boulot, avant de vous jeter sur votre ordinateur, vous regardez une application de news, par exemple News in Levels ou Update ou des applications comme ça, et pendant 5 minutes ou 10 minutes, vous mettez un timer ou vous regardez l'heure, vous dites voilà je lis des news en anglais. Et tous les matins vous faites ça. Si vous faites ça au bout de 3 mois, vous verrez des résultats. Si à l'inverse tous les jours vous vous demandez tiens qu'est-ce que je vais pouvoir faire, et puis le soir vous n'avez toujours rien fait parce que vous avez de l'énergie, il faut monopoliser de l'énergie et vous ne savez pas toujours quoi faire et voilà vous perdez du temps et de l'énergie mentale et vous n'arrivez pas à vous y mettre. Si vous ancrez donc une routine d'apprentissage, vous allez voir que petit à petit avec l'effet cumulé, vous allez voir de gros résultats sur le long terme.
Donc voilà, pour résumer, attention à votre motivation si elle n'est pas assez forte, que c'est votre fuel, votre essence, si vous allez rapidement tomber en panne et arrêter d'apprendre si vous ne l'entretenez pas. Pensez aussi à faire attention à votre mindset, à vos croyances limitantes, c'est extrêmement important. Pensez également à ancrer votre apprentissage de l'anglais dans une routine, dans une habitude. Ce sera beaucoup plus facile de le tenir sur le long terme et c'est là qu'on voit les progrès. La prononciation est extrêmement importante, mais pour moi l'accent ne devrait pas être source de stress et en tout cas au début pas votre priorité. Pensez à bien pratiquer, c'est extrêmement important. Parlez dès que vous pouvez. Osez vous exprimer à l'oral. Au début vous serez intimidé, vous ne vous sentirez jamais prêt, mais il faut se lancer quand même et vous allez voir que c'est hyper gratifiant. Vous serez content une fois que vous l'aurez fait. Le vocabulaire, pour moi, c'est la priorité par rapport à la grammaire. Commencez par du vocabulaire. Pensez au 20-80 dans les deux cas. 20% de la grammaire et du vocabulaire vous serviront 80% du temps, donc choisissez bien ce que vous apprenez. Pensez bien que le listening, écouter l'anglais, beaucoup, c'est extrêmement important et ça vous aidera à vraiment passer un cap en faisant une sorte de mini immersion pour écouter le plus d'anglais possible. Avec tous ces conseils là, normalement vous êtes en bonne voie pour continuer votre apprentissage de l'anglais. Si vous voulez en savoir plus sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de regarder ces deux vidéos où vous avez d'autres conseils sur comment progresser en anglais. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, pensez à me mettre un petit like, ça me fait très plaisir. Pensez à me dire dans les commentaires laquelle de ces conseils va vous aider le plus et que vous allez essayer d'implémenter. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pensez à le faire et à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine.